Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que cette émission n'est pas adaptée à tous les spectateurs. Il est possible qu'elle contienne des images, vidéos, sons ou propos qui peuvent choquer certaines personnes. Les personnes trop jeunes, facilement impressionnables, facilement choquables ou facilement dérangées sont priées de quitter la vidéo. Après ce message de prévention, je n'engage aucune responsabilité de ma part en cas de traumatisme ou de choc quelconque suite au visionnage de cette émission. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Light. Je suis ce que l'on peut appeler un enquêteur. Mais un enquêteur en quoi, me direz-vous? Eh bien, un enquêteur dans le paranormal, l'étrange, le mystérieux. Tous ces sujets qui nous fascinent, mais qui en même temps nous effraient, sans que l'on ne sache réellement pourquoi. L'esprit humain a tendance à beaucoup aimer l'inconnu. Et oui, c'est fascinant de voir comment l'humain s'intéresse à des choses qui l'effraient et auquel il essaye désespérément de trouver un sens. Tout ce qui n'en a pas l'intrigue. Mon travail est donc d'enquêter sur tous les mystères qui nous entourent dans notre monde actuel afin de leur donner un sens ou de lever au moins une partie du mystère. Émissions étranges, jeux maudits, créatures effrayantes, phénomènes inexplicables et beaucoup d'autres choses encore. En effet, aujourd'hui, notre monde compte énormément de mystères sur lesquels les enquêteurs s'interrogent encore aujourd'hui. Ce sont ces dossiers que je rassemble et sur lesquels je travaille afin de trouver une explication à tous ces mystères. Des dossiers irrésolus, mystérieux, inclassables. J'ai longtemps hésité à révéler le contenu parfois sensible de ces dossiers au grand public, mais je me suis dit que tout le monde avait le droit de connaître la terrible vérité. Aujourd'hui, nous allons réouvrir le précédent dossier. Le dossier de l'affaire des jeux Five Nights at Freddy's. Après avoir traité FNAF 1, 2 et 3, nous allons maintenant passer à FNAF 4 ainsi que FNAF Sister Location. Aujourd'hui, je vous ouvre à nouveau le dossier numéro 002, le dossier de l'affaire Five Nights at Freddy's. Je suis Light, ultime théoricien, et bienvenue dans Affaires inclassables. Bien, dans le précédent épisode, nous avions donc traité l'histoire des 3 premiers jeux FNAF. Aujourd'hui, nous allons passer à FNAF 4 et FNAF 5, plus connus sous le nom de Sister Location. Il faut savoir une chose très importante. Ces 2 jeux sont les jeux les plus complexes à élucider de la série. Les théoriciens ont eu énormément de mal à comprendre ces jeux, au point où certains mystères de ces jeux ont été élucidés plusieurs années après leur sortie, parfois même après la sortie de plusieurs autres jeux de la série. Donc retenez bien une chose, l'histoire des jeux que je vais donner dans cette émission est celle qui se rapproche le plus de l'histoire sur laquelle tout le monde s'accorde aujourd'hui. Mais il est fortement probable que quelques éléments de cette vidéo soient contredits lors de la formation de la timeline finale. Et bien évidemment, si vous n'avez pas vu la première émission sur l'histoire des jeux FNAF, je vous invite très fortement à aller la regarder pour la compréhension de cette seconde émission. Et dernière information très importante, nous en sommes arrivés à la partie du lore où il va falloir traiter le sujet des livres et des romans FNAF. En effet, certains éléments et certaines histoires des livres sont canons au lore des jeux, mais certains éléments et certaines autres histoires ne sont pas canons et font partie d'un univers différent. Il y a l'univers des jeux et l'univers des livres. Certains éléments sont connectés, mais certains autres ne le sont pas. Il est d'ailleurs possible qu'un jour dans cette émission, nous traitions le sujet des livres après avoir traité du sujet des jeux. Ce qui veut donc dire que dans cette émission et dans les prochaines, je vais traiter uniquement les éléments du livre qui sont canons à l'histoire des jeux. Et pour ceux qui demanderont, car c'est un très grand sujet de débat, non, je ne considère pas la dernière histoire des Fazbear Fright qui révèle que FNAF 4 était en réalité une expérimentation d'Afton sur des enfants. Non, je ne considère pas cette histoire comme canon avec l'histoire des jeux. Donc oubliez cette histoire, elle n'est pas dans ma timeline et j'ai beaucoup d'éléments pour prouver qu'elle n'est pas canon au jeu. Bien, sans plus attendre, passons maintenant à FNAF 4. Five Nights at Freddy's 4.
Ce jeu est le premier jeu de la série qui aura vraiment réussi à causer beaucoup de difficultés et de tort aux théoriciens, car il aura fallu passer par plusieurs versions de l'histoire avant de trouver la bonne. Mais il permet de comprendre beaucoup de choses. Dans ce jeu, nous incarnons un enfant dont le nom nous est inconnu, et que nous appellerons le Crying Child, car à chaque fois qu'il apparaît, il pleure. Cet enfant est traumatisé par son frère, s'amusant à l'effrayer en se déguisant en Foxy, comme on peut le voir dans les mini-jeux entre les nuits. Dans ce jeu, les nuits ne se déroulent plus dans une pizzeria ou dans une attraction d'horreur, mais bien dans la chambre de l'enfant, directement chez lui, dans sa maison. Vous devrez vérifier les portes, le placard et votre lit afin d'éviter les animatronics. Enfin, si on peut appeler cela des animatronics. En effet, dans ce jeu, ce ne sont pas des robots que vous allez devoir éviter, mais des cauchemars. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Nous retrouvons donc nos animatronics habituels, mais en version cauchemardesque. Voici donc Nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, avec son cupcake, et Nightmare Foxy. Mais également un nouvel arrivant, Fredbear, ou plutôt Nightmare Fredbear. Et enfin, Nightmare, une version sombre et translucide de Fredbear. Nous aurons également Plushtrap, une sorte de petite peluche de Springtrap apparaissant dans un mini-jeu entre chaque nuit et qui permet de passer 2 heures de la prochaine s'il est réussi. Et même s'ils n'ont pas d'intérêt dans l'histoire, je les précise ici, mais la mise à jour d'Halloween a ajouté quelques personnages supplémentaires. Nous avons donc Nightmare Chica et Nightmare Bonnie sous leur forme Halloween, nommée Jacko Chica et Jacko Bonnie, le cupcake de Chica étant ici remplacé par une citrouille. Et également Night Marionette, Nightmare Balloon Boy et Nightmare Mangle. Mais comme je vous l'ai dit, ces personnages n'ont aucun intérêt dans le lore, donc inutile de les retenir. L'histoire de ce jeu nous est donc racontée encore une fois grâce au mini-jeu entre chaque nuit. Nous apprenons que l'enfant que nous jouons a peur des animatronics, en parlant seulement de celle du restaurant, puisqu'il considère les peluches qu'il a dans sa chambre comme ses amis. Et son grand frère s'amuse à le traumatiser, en l'enfermant dans sa chambre, en se cachant dans la maison, en lui faisant peur, ou même en le laissant seul en plein milieu du restaurant, endroit qu'il déteste. Dans l'un des mini-jeux, lorsque l'enfant essaye de fuir du restaurant, si nous partons dans la direction opposée à la sortie, nous pouvons lire « Ne te rappelles-tu pas ce que tu as vu ? Tu sais ce qu'il se passera s'il t'attrape. » Nous croisons également d'autres enfants dans le jeu, notamment une jeune fille qui tient des propos très inquiétants. « Tu ferais mieux de faire attention. J'ai entendu dire qu'ils prennent vie la nuit. Et si tu meurs, ils cacheront ton corps et ne le diront à personne. » Un autre enfant nous parlera, lui, d'une fête qui s'avère être notre anniversaire, qui se déroulera au restaurant. Le dernier de ces mini-jeux se déroule donc le jour de notre anniversaire. Lors de ce dernier mini-jeu, le grand frère de l'enfant ainsi que ses amis sont, comme d'habitude, en train de tourmenter l'enfant. Ils finiront par avoir une idée. Une très mauvaise idée. Ils porteront donc l'enfant jusqu'à la bouche de Fredbear, dont l'enfant est traumatisé, afin qu'il lui fasse un simple bisou. Et surtout, juste pour lui faire peur à la base. Mais ils finiront par en faire trop, et placeront donc le visage de l'enfant directement dans la bouche de l'animatronique, qui n'est, bien évidemment, pas équipé de système de sécurité dans le cas où une résistance se ferait sentir. La mâchoire de Fredbear forcera et finira donc par se refermer, ce qui aura pour effet de broyer littéralement le crâne de l'enfant. Cet événement est surnommé la morsure de 83, car en effet, le jeu se déroule en 1983. Cela se remarque dans les mini-jeux grâce à une publicité à la télévision, cette publicité affichant l'année 1983. Maintenant, intéressons-nous aux nuits. Pendant nos parties, on peut remarquer que ce qui se trouve à gauche du lit change en fonction de la nuit. Des fleurs, une perfusion ou des médicaments. En couplant cela avec la cinématique de fin dans laquelle on peut entendre quelqu'un s'excuser auprès de l'enfant, on comprend qu'il est à l'hôpital, dans le coma suite à cet incident, et que chaque nuit se passe donc dans ses cauchemars, d'où l'aspect des animatronics. Et malheureusement, l'enfant ne survivra pas à ses blessures et décédera à l'hôpital quelques jours après son admission, littéralement 5 jours plus tard, d'où les 5 nuits. Parlons maintenant de plusieurs autres éléments.
Nous sommes suivis durant les mini-jeux par une peluche de Fredbear qui se présente comme étant notre ami. Son but est de surveiller l'enfant que nous incarnons. Les 4 animatroniques de base, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, sous leur forme Nightmare, représentent dans les cauchemars de l'enfant son frère et ses amis qui s'amusent à le tourmenter. À partir de la nuit 5 uniquement, Nightmare Fredbear arrive, l'animatronique dont l'enfant semblait avoir le plus peur. Car dans le mini-jeu, l'enfant a peur de s'approcher de sa scène. Il a peur de son costume, et c'est encore lui qui est la cause de son coma. On comprend donc pourquoi c'est celui qui l'effraie le plus. Et bien sûr Nightmare, qui renforce encore son aspect cauchemardesque, et qui apparaît à la nuit 6 uniquement. Juste avant la mort de l'enfant et après les excuses d'une personne encore non identifiée, la peluche nous parle à nouveau. Elle nous dit que nous sommes cassés, puis nous sommes restés tes amis. Il nous demande si l'on croit toujours à cela et qu'il va nous réunir à nouveau. I will put you back together. Retenez bien cette phrase. C'est l'une des plus importantes de toute la série. D'ailleurs, nous sommes en droit de nous poser une question. Jusqu'à maintenant, chaque enfant décédé possède un animatronique grâce à son âme. Ce qui va également être le cas du Crying Child. Si vous avez regardé la première émission, je vous avais expliqué qu'après la fin de FNAF 3 The Happiest Day, les âmes de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy étaient apaisées. Et je vous avais également expliqué que la puppette, elle, ne l'était pas. Mais je vous avais également demandé de retenir Golden Freddy qui n'était pas réellement apaisé lui non plus. La raison à cela est simple. Golden Freddy est le seul animatronics de la série à être possédé par 2 âmes et non pas une seule comme tous les autres animatronics. Ces 2 âmes sont celles du Crying Child et celle de l'un des 5 enfants qui a été tué par le Purple Guy après le meurtre du tout premier enfant qui entra la puppette. Pourquoi le Crying Child posséderait Golden Freddy en particulier ? Eh bien pour le savoir, il faudra attendre un peu, c'est notamment dans FNAF 6 que cela sera révélé. Et du coup, laquelle des 2 âmes est apaisée après la fin de FNAF 3 ? L'âme qui est apaisée est celle du Crying Child, qui lors de la fin des Happiest Day peut enfin réellement fêter son anniversaire, chose qu'il n'a pas pu faire étant victime de la morsure de 83 ce jour-là. Ce qui signifie qu'il reste encore une âme dans Golden Freddy après FNAF 3, celle de l'un des 5 enfants. FNAF 4 nous donne aussi la confirmation de l'identité du Purple Guy. En effet, nous le soupçonnions déjà d'être un employé du restaurant. Mais cela est confirmé car dans l'un des mini-jeux, une scène cachée nous permet de voir Purple Guy enfiler un costume à un autre employé. Parlons maintenant d'un dernier point concernant FNAF 4. Lorsque vous terminez la nuit 7, aussi appelée la nuit Nightmare, vous aurez droit à une cinématique dans laquelle apparaît une boîte scellée. Cette boîte est l'un des plus grands mystères de la série des jeux FNAF. Le contenu de cette boîte, encore aujourd'hui, n'a toujours pas été révélé. Il existe beaucoup de théories différentes sur son contenu. Des outils, le corps du Crying Child, un animatronique secret, mais aucune de ces théories n'arrive réellement à se démarquer des autres. Aucune d'entre elles ne fait l'unanimité. Et la vérité est que son contenu ne sera probablement jamais révélé. Scott Cawthon, le créateur des jeux lui-même, l'a révélé dans un post communautaire, avec la phrase « Certaines choses valent mieux d'être oubliées pour l'instant ». Mais pas d'inquiétude, cette boîte n'est pas indispensable dans le lore. Mais il est important de la citer tout de même vu l'impact qu'elle a eu à l'époque. Et voilà ce qui conclut la partie de mon enquête sur FNAF 4. Mais nous n'allons pas tout de suite passer au prochain jeu, à savoir Sister Location. Je vais d'abord vous parler de quelques éléments rapides venant de l'un des premiers romans FNAF. Je vous l'avais dit, nous allons parler des livres, et nous allons donc parler du roman The Silver Eyes. Dans le livre FNAF The Silver Eyes et dans les jeux également, la franchise Fazbear Entertainment a été créée par 2 hommes. Le premier se nomme Henry Emily. C'est lui qui a designé et créé les animatronics. Le second se nomme William Afton, qui se charge du côté administratif. Cela est extrêmement important, et pour une bonne raison. La fin du roman nous apprend que William Afton est LE Purple Guy. C'est lui qui a tué les enfants et qui a caché leur corps dans les animatronics. C'est lui qui est à l'origine de tous les événements. C'est lui l'antagoniste principal de la série. Et nous connaissons enfin son identité. William Afton. Voilà donc les quelques éléments certes rapides mais extrêmement importants tirés des livres pour la suite. Passons donc sans plus attendre à Sister Location. Le jeu le plus fourni en lore de toute la série encore à l'heure actuelle. Five Nights at Freddy's 5.
Sister Location. Bien, avant de commencer quoi que ce soit, parlons tout d'abord des animatronics. Dans cet opus, nous ferons la connaissance d'animatronics beaucoup plus avancés technologiquement que ceux des opus précédents. Nous allons donc rencontrer Ballora, une danseuse accompagnée de ses mini-Rina. Circus Baby, le personnage le plus important du jeu, accompagné de ses Bidybab. Puis Funtime Foxy, qui ressemble à Mangle mais qui n'a rien à voir. Et enfin, Funtime Freddy, étant accompagné de Bonbon, une marionnette à l'effigie de Bonnie. Nous pouvons aussi noter Lolbit, que vous ne verrez jamais apparaître sous forme physique malgré qu'il en possède une, mais juste sous forme d'interférence. Mais cet animatronique n'est pas important dans le lore. Maintenant, parlons du jeu. Lors de l'introduction du jeu, nous pouvons entendre une discussion entre deux personnes. C'est une discussion entre William Afton et une autre personne que nous ne connaissons pas, mais qui semble être soit un investisseur, soit un enquêteur, questionnant Afton sur les choix étranges de design des animatronics, en particulier Circus Baby, même si, comme on peut l'entendre, il ne répond pas réellement aux questions de cette personne. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. En effet, dans ce jeu, c'est bien William Afton qui a construit les animatronics que nous allons rencontrer, contrairement aux précédents restaurants et aux précédents jeux dans lesquels les animatronics étaient tous construits par Henry Emily. C'est la première fois que nous entendons la voix de William Afton dans les jeux. Et c'est également en réalité la première fois qu'il est même mentionné dans les jeux. Gardez en tête cette cinématique, car nous allons reparler des fameux choix de design des animatronics. Durant tout le jeu, le personnage que nous incarnons et dont nous ne connaissons pas l'identité pour l'instant, sera accompagné par une Hand Unit, un appareil qui nous donnera pendant tout le jeu les consignes que nous nous devons de respecter en tant que garde de nuit. Une sorte d'alternative au phone guy. Dans le jeu, nous sommes donc gardiens de nuit dans un entrepôt qui sert de stockage aux animatroniques d'une attraction nommée Circus Baby Pizza World, créée par William Afton après la fermeture de Freddy Fazbear Pizza. Mais ces animatronics peuvent également être loués par des professionnels ou des particuliers pour des événements spéciaux comme des fêtes d'anniversaire. D'ailleurs, en parlant de cette attraction, je dois vous parler d'une image que Scott avait fournie sur son site avant la sortie de Sister Location. Cette image nous informait que le jeu Sister Location était annulé à cause de leaks. En réalité, si l'on augmentait la luminosité de cette image, on découvrait un message caché, qui nous révélait qu'en réalité, c'est l'ouverture du Circus Baby Pizza World qui a été annulée à cause de fuite de gaz. Gas leak. Des sources proches de l'établissement mettent cependant cette annonce en doute. L'activité étrange autour de la zone durant la nuit suggère donc que ce n'est peut-être pas la réelle cause de cette annulation. Un habitant de la zone aurait témoigné. Tout s'est juste arrêté. Il y avait tellement d'excitation autour de l'ouverture de cet endroit, puis ils ont juste arrêté d'en parler. Il n'y a qu'une poignée de gens qui ont pu jeter un coup d'œil à l'intérieur, dont des enfants m'assurant que tout fonctionnait bien. Vous savez, je suppose qu'ils n'étaient juste pas aussi près qu'ils l'ont pensé. Un locataire de l'autre côté de la rue aurait été témoin d'un grand groupe de voitures entourant le bâtiment durant la nuit, et que beaucoup d'équipement a été emmené en dehors du bâtiment sous des bâches. Quelques semaines plus tard, le bâtiment était à vendre. Et nous n'avons jamais eu de nouvelles de l'entrepreneur ayant financé cette entreprise. On apprend donc l'annulation de l'ouverture de cette attraction. Mais le système de location d'animatronics, lui, est toujours d'actualité, d'où notre présence dans l'entrepôt de stockage. Il faut savoir que cette fuite de gaz n'est jamais mentionnée dans le jeu. Et pour une raison assez simple, c'est qu'en réalité, elle n'a jamais eu lieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un dialogue secret avec Baby, on apprend qu'elle a tué une petite fille. Elle nous raconte l'événement elle-même lors de la nuit 3. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out.
Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children, I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl, standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? Si nous mettons cela en parallèle avec l'histoire de la fuite de gaz, cela coïncide. En réalité, l'histoire de la fuite de gaz a été inventée de toutes pièces afin de couvrir le réel drame qui a causé l'annulation de l'ouverture de cette attraction. La mort d'une enfant, tuée par l'un des animatronics lors d'une fête test. D'ailleurs, qui était cette petite fille victime de Circus Baby? Eh bien, nous pouvons facilement connaître son identité grâce aux éléments que le jeu nous donne au fur et à mesure. Entre les nuits du jeu, on peut entendre une petite fille parler. Et à la fin de la nuit 5, on peut l'entendre dire « Daddy isn't watching. Don't tell Daddy that I'm here. I wanted to watch your show too. I don't know why he won't let me come see you. You're wonderful. Where did the other children go? » On l'entend donc parler à Baby. Elle lui dit qu'elle est venue ici malgré que son père ne soit pas d'accord avec cela. Et donc, qui est le père de cette fille? On peut très facilement le déduire. Si un accident entraînant la mort d'une enfant avait eu lieu dans cette attraction alors qu'elle n'était même pas encore ouverte et que seuls quelques enfants avaient pu la tester, alors il y aurait eu une énorme polémique à ce sujet. Car les parents de l'enfant décédé n'auraient pas laissé cette histoire sans suite. Mais dans le cas présent, rien ne s'est passé. Pourquoi ? Je vous explique. L'article nous montre que personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé pour causer l'annulation de l'ouverture de cette attraction. Afton aurait très bien pu camoufler cet accident pour le bien de son attraction. Et c'est ce qu'il a fait. Très facilement, puisque la fille qui est morte ce jour-là est tout simplement sa propre fille. C'est bien la fille de William Afton qui est morte ce jour-là, tuée par Baby. Arrive maintenant une nouvelle question. Pourquoi Circus Baby, un animatronique à la base conçu pour les fêtes, aurait tué un enfant? Eh bien la réponse se trouve en partie dans le code source du jeu. Dans celui-ci, nous pouvons trouver des blueprints à l'effigie des différents animatronics du jeu. Si l'on observe attentivement les blueprints, on peut remarquer au niveau du torse de Funtime Freddy, ce qui semble être le corps d'un enfant. Et si l'on regarde plus en détail, on peut remarquer que Circus Baby possède aussi cet espace dans son ventre. Un espace assez grand pour y cacher le corps d'un enfant. Et là, on se rappelle de la cinématique du début, et des fameux choix de design étranges des animatronics. Mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Maintenant, reparlons du jeu en lui-même. Il faut savoir qu'il y a plusieurs fins dans Sister Location. 2 pour être précis. Dans la fin principale, la fin canon du jeu, nous décidons de faire confiance à Baby. Car durant tout le jeu, Baby va nous donner des conseils différents de ceux qui nous seront donnés par notre Hand Unit. Sauf que ceux qui nous permettront de survivre seront à chaque fois ceux de Baby. Donc si vous lui faites à nouveau confiance lors de la nuit 5 et suivez ses indications, elle vous amènera dans une salle, la salle du Scooper, plus communément appelée Scooping Room. Lors de cette fin, vous découvrez donc cette pièce dans laquelle se trouvent des pièces de tous les autres animatronics détruits. Devant vous, à travers la vitre, un animatronique vous regarde. Un animatronique que nous n'avions encore jamais vu. Son nom est Ennard.
Il s'agit d'un assemblage de tous les animatronics de Sister Location. Ballora, Baby, Funtime Freddy et Funtime Foxy. C'est pour cela que certaines de leurs parties sont dans la Scooping Room, car ils n'ont récupéré que certaines parties d'entre eux pour former Ennard, comme la boîte vocale de Ballora, les capteurs de proximité de Funtime Freddy, etc. En réalité, cette fois-ci, Baby vous a trompé. Elle vous a emmené dans la Scooping Room pour que vous vous fassiez scooper par la machine en face de vous, appelée tout simplement le Scooper. Ennard finira donc par activer le Scooper qui vous tuera violemment d'un coup. Ennard était un moyen pour eux, les animatronics, de fuir cet entrepôt souterrain dans lequel ils sont enfermés depuis des années. Mais Ennard n'a qu'une forme humaine, mais pas l'apparence. Ils ont donc besoin d'une enveloppe corporelle. À la fin du jeu, la cinématique vous montre votre personnage devant son miroir, les yeux s'illuminant en violet. L'enveloppe corporelle dont a besoin Ennard, c'est vous, afin de pouvoir se fondre parmi les humains après vous avoir tué. Ennard va tout simplement vous vider de vos os et de vos organes pour pouvoir enfiler votre peau comme un costume. Et voilà comment se termine la fin canon de Sister Location, même si nous reviendrons dessus plus tard. Maintenant, la fin cachée. Pour obtenir la fin cachée, nous allons devoir suivre un chemin différent de celui indiqué par Baby lors de la dernière nuit, et donc décider de ne pas suivre ses conseils. Nous arrivons alors dans une salle avec une situation plutôt familière. Des caméras, des portes, une batterie et 6 heures à survivre. Durant cette nuit, nous allons devoir surveiller Ennard, qui sera le seul animatronique dont vous devrez vous soucier. Et il faut savoir qu'un secret très important se cache dans cette pièce. Si l'on tape 1983 sur le clavier sur le mur, qui est l'année durant laquelle se déroule FNAF 4, des écrans de caméras de surveillance s'allument et nous montrent la chambre et le couloir de la maison de FNAF 4. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Laissez-moi vous expliquer. Dans la nuit 2, lorsque l'on atteint le panneau de contrôle pour réactiver le générateur dans la salle où se trouve Funtime Freddy, on peut avoir un visuel sur l'entièreté de la carte des bâtiments. On peut donc effectivement y voir les pièces qui sont visitables dans le jeu, mais également 3 ensembles de pièces grisées, nommées OBSV1 et OBSV2, sûrement pour Observation 1 et 2. Ces espaces sont donc reliés à des systèmes de surveillance comme des caméras par exemple. Et ces zones grisées sont similaires aux zones de jeu dans FNAF 4. Le premier étage de la maison, le couloir de Plush Trap, et l'extérieur avec le chemin menant à la pizzeria. Il y a donc un lien très fort entre Sister Location et FNAF 4 dans le lore. Donc, si ces lieux sont sur le plan, cela signifie que leur surveillance est prévue depuis la construction de l'entrepôt, puisque l'on peut également voir des liens entre les souterrains et ces fameuses zones, liens qui peuvent être des passages souterrains secrets, ou alors des conduits pour le passage de câbles électriques pour les caméras de sécurité. On peut également voir une peluche de Fredbear dans la salle de sécurité équipée d'un talkie-walkie, ce qui explique pourquoi la peluche parlait à l'enfant dans FNAF 4. À ce moment, nous sommes en droit de nous demander pourquoi quelqu'un surveille cette maison, mais aussi pourquoi avoir fait une telle installation pour la surveiller depuis un local sous terre. Eh bien c'est parce que l'entrepôt dans lequel nous nous trouvons dans Sister Location se situe directement sous cette maison. On peut voir sur le plan que les bâtiments sont reliés. Le fait que certains soient gris et non blancs suggère donc qu'ils se trouvent à un étage différent en fonction de leur couleur. Et surtout, s'ils surveillent cette maison, c'est tout simplement car c'est la sienne. Et on sait également pourquoi il y a des caméras à l'intérieur de la maison. C'est tout simplement pour surveiller ses enfants, à savoir le Crying Child de FNAF 4, son grand frère, et la petite fille qui sera tuée par Baby. À cette époque, on ne connaissait toujours pas le nom des enfants de William Afton. Mais pour que ce soit plus simple, je vais vous les révéler et les appeler par leur prénom à partir de maintenant. Nous avons donc la petite fille, Elizabeth Afton, le grand frère avec le masque de Foxy nommé Michael Afton, et enfin le Crying Child, qui est le seul des 3 enfants dont le nom n'a jamais été révélé. Et non, ce n'est pas Evan Afton. C'est un nom que la communauté lui a donné, mais ce n'est absolument pas son réel nom dans l'histoire. Je continuerai donc à l'appeler le Crying Child. Voilà donc pourquoi il surveille sa maison. Pour surveiller ses enfants. Bien, maintenant parlons de l'une des révélations les plus importantes de la série FNAF. Je vous avais demandé de vous souvenir de la phrase de fin de FNAF 4, ainsi que du design des animatronics de Sister Location.
Voilà pourquoi. La phrase de fin de FNAF 4, I will put you back together, je vais te reconstituer, est prononcée par William Afton à son fils mort. Il voulait réparer son fils par le biais des animatronics. Et c'est dans ce but que les animatronics de Sister Location ont été conçus. Ils sont tout simplement conçus pour capturer et tuer des enfants afin que William Afton puisse mener des expériences sur leur corps et sur les animatronics. Cela donne d'un coup beaucoup plus de sens aux blueprints et aux infos assez surprenantes des animatronics. Par exemple, Circus Baby mesure 2,19 mètres et pèse 292 kg. Ces animatronics possèdent aussi des fonctions très étranges, comme du pistage à 360 degrés, un imitateur de voix ou un conteneur interne, comme celui de Funtime Freddy dans lequel on peut voir le corps d'un enfant. C'est pour cela que les investisseurs interrogent Afton sur ses choix de conception étranges dans l'intro du jeu. Désormais, il tue via des animatronics conçus juste pour tuer. Il tue pour retrouver son fils, pour découvrir comment fusionner l'âme d'un enfant avec le corps d'un animatronique. Les animatronics de Sister Location tuent des enfants, certes, mais cette fois-ci, c'est directement dans leur programmation. C'est pour cela que Baby prononce des phrases dans le trailer comme « Ne nous en voulez pas ». C'est contre leur gré, c'est leur programmation qui est faite pour ça. Dans le livre, par exemple, on nous apprend que William Afton n'est pas choqué par le fait que les animatronics prennent vie la nuit. Et c'est normal, puisqu'il est au courant. Il sait que les animatronics peuvent accueillir l'âme de quelqu'un. Ces animatronics sont conçus pour kidnapper des enfants durant des fêtes pour lesquelles ils sont loués, sans laisser aucune trace, tuant donc des dizaines et des dizaines d'enfants au fil du temps, pour que William Afton puisse découvrir le secret de la fusion entre âme d'enfant et corps d'animatronics. Il est prêt à tout pour retrouver son fils. Mais en voulant récupérer son fils, il perdra sa fille, qui, elle, n'était pas au courant de cette partie du programme des animatronics, et qui ne s'est donc pas méfiée. C'est pour ça qu'Afton ne veut pas qu'Elizabeth s'approche de Baby. Et du coup, je pense que vous vous en doutez, mais comme tous les enfants, Elizabeth possédera un animatronics. Et Elizabeth Afton possède donc Circus Baby. Et c'est pour cela également que les animatronics Funtime cherchent à s'échapper sous la forme de Ennard à la fin du jeu, car ils possèdent désormais une conscience, celle de l'âme des enfants qu'ils ont tués. Baby, donc Elizabeth, nous manipulera durant tout le jeu, allant même jusqu'à tuer les 2 autres techniciens lors de la dernière nuit, afin qu'aucune preuve ne soit laissée. Et ils atteindront leur but, voler notre corps. Nous avons maintenant terminé avec le contenu principal du jeu Sister Location. Mais quelques temps après est sortie la mise à jour des Custom Night, mise à jour qui a rajouté des cinématiques qui vont beaucoup nous aider et qui nous aident à lever une grosse partie du mystère autour de la série des jeux FNAF. Dans ces cinématiques, on peut voir une personne qui sort de chez elle et qui se promène dans son quartier, ainsi que son évolution au fil des semaines. Au fur et à mesure du temps, ce personnage va pourrir de plus en plus, ce qui le fera ressembler de plus en plus à Purple Guy, devenant de plus en plus violet. Cette personne est tout simplement le personnage que nous jouons dans Sister Location. Ennard étant dans notre corps, nous sommes donc tout simplement décédés, même si on va revenir là-dessus assez vite, laissant juste notre enveloppe corporelle contrôlée par Ennard, et donc en état de décomposition. Lors du dernier jour, notre personnage va littéralement recracher Ennard. En réalité, c'est Ennard qui décide de quitter le corps de notre personnage, et Ennard se réfugiera dans les égouts. Un tas d'œils s'allume alors dans les égouts, ce qui signifie qu'Ennard est toujours en vie. Après cela, notre personnage va, contre toute attente, se relever. Et nous entendrons la voix de Baby dire « Vous ne mourrez pas ». You won't die. 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 Et effectivement, nous ne mourrons pas. Notre personnage est là, debout, bien conscient et visiblement bien vivant. Et vivant de lui-même, car Ennard n'est plus dans notre corps. La dernière cinématique se débloque en finissant la nuit Golden Freddy,
la nuit où tous les animatroniques sont au maximum de leur niveau de difficulté. Dans cette cinématique, on peut voir ce qu'il reste de l'attraction Fazbear Fright après l'incendie. L'attraction qui est le lieu dans lequel nous nous trouvons durant FNAF 3. Cela se passe donc après la fin de FNAF 3. On peut entendre une voix dans cette cinématique. Cette voix nous dit « Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead. But I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Qu'est-ce que nous apprend donc cette cinématique ? On apprend donc que la personne qui parle est ici un certain Michael. Il s'agit donc ici de Michael Afton, le fils de William, le grand frère de Elizabeth et du Crying Child. C'est la première fois qu'il est mentionné dans la série. Dans cette cinématique, il s'adresse à son père, donc à William Afton, qui est censé être mort dans Springtrap après l'incendie du Fazbear Fright. Sauf que rappelez-vous, nous l'avons vu à la fin du précédent épisode, Springtrap a survécu à l'incendie de FNAF 3. Et cette cinématique nous le confirme à nouveau à 100%, puisque nous le voyons apparaître à la fin. Il est donc toujours bien vivant. Dans ce message à son père, Michael lui dit donc qu'il a trouvé quelqu'un, et que ces personnes l'ont pris pour son père. Et nous savons également que la personne qu'il cherchait est une fille, car dans la cinématique en anglais, il dit « her ». Puis, je l'ai remis ensemble, je l'ai réparé. La fameuse phrase de FNAF 4. Il dit également que c'est comme lui avait demandé son père. Plus tard, il dira que elle est libre, mais que quelque chose ne va pas avec lui. Il dit qu'il n'est pas mort alors qu'il le devrait. Il a vécu dans l'ombre et il n'a plus qu'une seule chose à faire maintenant. Retrouver son père. Avec tous les éléments de cette cinématique, on comprend très facilement une partie de la situation. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, cette cinématique se passe après que Ennard se soit enfui du corps de notre personnage. Grâce à cette cinématique, nous comprenons donc que le personnage que nous jouons dans Sister Location est Michael Afton, et qu'il s'est donc rendu dans l'entrepôt où sont stockés les animatronics du Circus Baby Pizza World, comme son père lui avait demandé pour la chercher. Sachant qu'il s'agit d'une fille, on comprend directement qui Michael est venu chercher. Il est venu chercher Elizabeth. Il les a ensuite put back together, donc tous rassemblés sous la forme de Ennard. Et la phrase « elle est libre maintenant » fait référence au fait qu'elle s'est donc enfuie dans le corps d'Ennard, en quittant le corps de Michael. Et donc, la phrase « mais quelque chose cloche avec moi, je devrais être mort, mais je ne le suis pas » prouve donc que Michael a effectivement survécu au scooper et à la sortie de Ennard, alors qu'il devrait être mort, comme il le dit. Il y a en réalité une raison qui explique le fait que Michael soit encore en vie, mais je l'expliquerai plus tard, notamment lors de la formation de la timeline finale. Et donc, il termine son message à son père par un « je vais venir te trouver ». Continuons de parler de Michael, car maintenant nous pouvons facilement retracer son parcours. Son histoire commence avec Sister Location, où Michael, qui ressemble apparemment beaucoup à son père comme la phrase de la cinématique le dit, est donc apparemment envoyé par son père pour réassembler sa sœur. Cette requête est probablement arrivée des années plus tôt lorsque Michael était encore un enfant et avant qu'Afton ne disparaisse. Sous-entendu par la phrase de la cinématique « je viens te trouver ». Mike réussira à sauver Baby, donc sa sœur Elizabeth, mais sera victime de la Scooping Room et se fera habiter par Ennard, qui comme vu dans les cinématiques fera pourrir son corps, jusqu'à ce qu'Ennard ne fuit pour trouver un nouveau corps frais. Michael survivra étonnamment au départ d'Ennard, et c'est ici que cela devient très intéressant. Souhaitant retrouver son père afin de tenter de réparer toutes les horreurs qu'il a commises,
il se rendra donc dans les différents restaurants de la franchise Fazbear Entertainment. Cela nous connecte à Mike Schmidt, le gardien de FNAF 1. Le nom de Mike Schmidt étant en réalité juste un pseudonyme pour se faire engager, étant donné que le nom de famille Afton a très mauvaise réputation. Ce qui explique pourquoi il se fait virer pour avoir tenté de modifier les animatronics et pour son odeur. En effet, si son corps était en état de quasi-décomposition après l'épisode d'Ennard, il est normal que l'odeur soit assez désagréable. Et si la mission de Mike dans Sister Location était de libérer les esprits des enfants tués par son père et surtout l'esprit de sa sœur, alors il est tout à fait logique qu'il ait tenté de trafiquer les animatronics de FNAF 1 pour tenter de libérer leurs âmes aussi. Et nous pouvons même faire concorder cela avec le comportement de Golden Freddy dans FNAF 1, apparaissant toujours en compagnie du texte « It's me », cherchant à montrer à son frère qu'il est présent, puisque je le rappelle, l'une des deux âmes entend Golden Freddy et le Crying Child. Et là, vous vous posez une question. Pourquoi j'ai parlé de FNAF 1 avant FNAF 2 qui se déroule pourtant avant? Eh bien tout simplement parce que Jeremy Fitzgerald, le gardien de FNAF 2, n'est pas Michael Afton, et n'a rien à voir avec lui. La seule importance de Jeremy Fitzgerald dans le lore est qu'il est la victime de la morsure de 87 de Mengele. En revanche, Fritz Smith, le garde qui apparaît lors de la nuit 6, lui, est bel et bien Michael Afton, encore sous un autre pseudonyme, qui sera viré dès son premier jour de travail dans FNAF 2. Et il sera viré pour les mêmes raisons, son odeur et sa tentative de trafiquer les animatronics. Michael se rend de restaurant en restaurant pour tenter de fixer les erreurs de son père. Et il le trouvera à l'attraction Fazbear Fright. Il tente donc de libérer sa famille, libérant Baby dans Sister Location, tandis que dans FNAF 3, son frère reçoit sa libération via le jeu The Happiest Day. Les autres animatronics aussi, sauf deux, comme je vous l'ai dit, Golden Freddy et la Puppet, semblent être apaisés. D'où l'image de fin de la good ending de FNAF 3 dont on a déjà parlé. Michael obtient ensuite un poste de gardien chez Fazbear Fright avant que les créateurs ne découvrent la salle secrète. Cela concorde avec les hallucinations de Mengele, de la Puppet, etc. Car pour avoir ces hallucinations, il faut d'abord avoir vu ces animatronics à la base, et donc avoir travaillé dans les précédents restaurants. Mike mettra le feu à l'attraction pour en finir avec son père et ses meurtres une bonne fois pour toutes. Mais Springtrap survivra à l'incendie. Bien, résumons donc la situation actuelle. Nous avons vu tous les éléments des jeux jusqu'à FNAF 3, qui est actuellement le dernier dans l'ordre chronologique. Tous les prochains jeux se déroulent tous après FNAF 3 et tous les uns après les autres dans l'ordre chronologique. Nous n'aurons donc plus besoin de revenir dans le passé entre les différents jeux. Et voici pour ce qui en est du résumé de la situation au niveau des personnages. William est donc toujours vivant et a survécu à l'intérieur de Springtrap. Michael, lui aussi, est toujours vivant. La deuxième âme de Golden Freddy et la Puppet ne sont pas apaisées. Et Ennard, qui est un assemblage de tous les animatronics de Sister Location, se promène quelque part en complète liberté. Et voici donc ce qui termine la partie de mon enquête sur Sister Location. Et qui termine par extension cette deuxième émission sur l'histoire des jeux FNAF. Lors de la prochaine émission, nous traiterons donc les 3 prochains jeux de la série dans l'ordre chronologique, à savoir FNAF 6 Pizzeria Simulator, FNAF 7 Ultimate Custom Night, et FNAF 8 Help Wanted, en incluant également le DLC de Help Wanted, Curse of Dreadbear bien évidemment. Merci de m'avoir suivi, c'était Light pour Affaires Inclassables.